Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Comme vous pouvez le constater, le décor a un petit peu changé derrière moi. J'en avais un petit peu ras-le-bol de faire des tests de VM sur DistroC. Comme je vous avais dit, il fallait que je trouve une solution. J'ai pas encore du coup la solution pour un PC qui fasse les rushs et le rendu vidéo pour le montage d'un seul coup. Mais en attendant, j'ai mon lab derrière. Donc le boîtier que vous avez juste ici, c'est un Lianli. Alors j'ai plus la référence exacte, c'est un cadeau qu'une personne pour qui j'ai travaillé m'a offert. Il s'en débarrassait, c'est un boîtier un petit peu particulier, il s'ouvre en tiroir. Et c'est du micro ATX, mais franchement, on peut mettre du bon matos à l'intérieur. Ça me permet de faire tourner mes VM tranquille. Je les fais pas toutes tourner en même temps de toute manière. Donc là par exemple derrière je suis en train de filmer un Linux Mint qui va servir pour la vidéo de ce soir. Et là je suis un petit peu bloqué pour le moment sur une des mises à jour, j'en parlerai mieux pendant la vidéo. Sans plus tarder, on va passer directement au sujet de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne aussi et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Donc je pense que tout le monde est au courant, on nous bassine suffisamment depuis maintenant un bon moment, comme quoi Linux, Windows 10 arrive à la fin de son support. Vous allez me dire une vidéo sur Windows, mais il est tombé sur la tête. Je vais expliquer pourquoi j'en parle. Il y a plein de raisons à ça, et des bonnes et des mauvaises, et encore non, il n'y a pas forcément de mauvaises raisons. On va dire que ce qui est mauvais, c'est surtout la raison en elle-même générale, mais c'est autre chose. Donc on devait initialement avoir une fin du support qui était prévue pour le 15 octobre 2025. Seulement, on peut remercier la communauté européenne et surtout les associations de consommateurs européens parce que on a un sursis uniquement en Europe. Ça ne sera pas du coup en 2025, mais bien en 2026, en octobre 2026, qu'on aura une fin totale du support de Windows 10. Alors, qu'est-ce que ça entraîne spécialement pour nous? Concrètement, ça veut dire qu'on n'aura plus de mise à jour de qualité, de sécurité. Il y aura un paquet d'ordinateurs du coup qui vont finir probablement à la poubelle si on fait rien pour les sauver. Alors qu'ils pourraient servir encore. Ils ont largement assez de puissance sous la pédale, mais Microsoft ont décidé qu'ils étaient plus capables de tourner, parce que les prérequis pour le futur Windows, que ce soit le 11 ou le 12, de toute manière ne seront pas remplis. Donc si je vous disais qu'il existe une alternative gratuite, rapide, sécurisée pour donner une seconde vie à ces ordinateurs-là, vous allez me dire oui, on te voit venir, c'est Linux. Oui, c'est Linux. Mais dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer les meilleures alternatives pour un Windows, pour les gens qui arrivent de Windows et qui veulent faire une transition en douceur sans se prendre la tête. Et c'est promis, je montrerai pas de terminal. Je vais essayer de pas en montrer. Dites-le moi en commentaire si j'ai osé ouvrir un terminal, en tout cas pour faire les installations. Grondez-moi. Je mets un petit bémol parce que vous le verrez, pour le fameux Linux Mint dont j'ai parlé tout à l'heure, j'aurais ouvert un terminal, mais c'est surtout pour mes vérifs, pour me rassurer que les mises à jour étaient bien en train de tourner. Mais ça sera dans la phase accélérée, étant donné qu'en fait c'est juste parce que je suis sur une VM que ça a passé beaucoup de temps à s'installer. Donc du coup, vous l'aurez compris, Windows 10 va s'arrêter, mais comme je disais, c'est pas une fatalité pour les PC qui vont pas pouvoir continuer à tourner sur les prochains Windows. Il n'y a pas que Windows dans la vie, il y a du Linux. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi Windows 10 s'arrête et pourquoi certains PC pourront déjà pas passer sur les Windows d'après.
Je vais aussi vous expliquer comment créer votre clé USB Ventoy pour pouvoir installer dessus la distribution Linux que vous allez installer sur votre ordinateur ensuite. Je vais aussi vous expliquer comment faire pas à pas pour configurer votre nouveau Linux sur votre nouveau poste et vous y adapter. Et je vais vous proposer 4 distributions différentes qui vont correspondre, on va dire, à 4 niveaux ou 4 besoins d'utilisation différents. Sans plus tarder, on passe directement dans le vif du sujet. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc vous l'aurez compris, Microsoft tape fort du poing sur la table et ont décidé d'obliger un petit peu tout le monde à changer son PC. Je trouve pas ça très correct, surtout pour les personnes qui ont des PC qui ont 5-6 ans, c'est vraiment pas super. Je vais vous proposer les meilleures alternatives Linux selon moi. C'est uniquement mon opinion. Il y aura peut-être des conseils qui seront plus avisés que les miens, parce que les personnes auront visé peut-être encore plus juste, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. En vous proposant du coup pour les utilisateurs basiques Linux Mint qui est plutôt proche de Windows avec une prise en main facile qui est stable, fluide. Il a vraiment un super support au niveau du matériel de votre ordinateur. Vous ne serez pas embêté à devoir bidouiller ou autre. On va passer du coup ensuite au second OS que je vais vous proposer. Donc ça sera Pop OS. Ça c'est plus pour les personnes créatives et curieuses. Donc peut-être que je changerai un jour mon fusil d'épaule pour Pop OS. Je remplacerai peut-être mes Debian. D'ailleurs on va voir ce que ça donne en test tout à l'heure en VM. Pour les gamers, parce que on va pas oublier le gaming. Là pour le coup j'ai pensé tout naturellement à GLFOS. Ça permettra aussi de voir ce que ça donne à l'installation, ce que ça donne en VM, parce que je l'ai testé en natif sur un PC, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne sur une VM. J'aimerais tester Bazzite parce que je l'ai jamais testé, donc on les verra. Je vais pas les tester en jeu, mais je vous les détaillerai un petit peu plus quand je les installerai, et au moins ça permettra de présenter, de faire un tour d'horizon et un tour du propriétaire. Ensuite, du coup, je vais vous donner mes recommandations personnelles avec quelques petits conseils supplémentaires après avoir fait tout le tour de tous les OS que je vous ai cités. Et puis on se retrouvera ensuite pour la conclusion. J'espère que le petit programme vous plaît. Ça va être un petit peu long, donc asseyez-vous, prenez votre meilleur café, votre meilleure boisson. Pourquoi pas un petit saut de popcorn et c'est parti. Du coup, on va commencer par comment créer sa clé Ventoy. Je vais commencer par vous partager mon écran directement sur le site du logiciel. Voilà, donc on est ici sur le site de Ventoy. J'ai traduit la page pour pouvoir faire en sorte que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc Ventoy est un outil open source pour créer une clé USB amorçable pour les fichiers ISO, WIM, IMG, VHD, EFI. Avec Ventoy, vous n'avez pas besoin de formater le disque encore et encore, vous avez juste besoin de copier les fichiers sur le lecteur USB et de les démarrer directement. Ça c'est vraiment un truc génial. J'ai jamais connu, mis à part Ventoy, de clé USB bootable autant facile à utiliser. Vous la créez une fois et vous n'avez plus jamais à vous en soucier. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre à jour en téléchargeant les nouveaux ISO de Ventoy. Ça, je vous montrerai. Mais finalement, avant la mise à jour de votre Ventoy, vous sortez, vous mettez tout dans un dossier sur le PC, vous mettez votre Ventoy à jour, parce que ça va quand même formater, et ensuite, hop, vous reglissez vos ISO dedans. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. J'ai jamais testé de faire une mise à jour sans lever les ISO avant. Je vais vous montrer donc des captures d'écran. Hop, voilà. Donc, on va traduire. Ça traduira bien sûr que les mots, hein, pas les photos. Donc,
En fait, quand vous installez votre clé, donc vous la branchez, il vous faut une clé maximum de 32 Go, en tout cas j'irai pas plus haut. Donc vous branchez la clé USB à votre ordinateur. Ensuite, vous lancez votre exécutable Ventoy, vous faites suivant, suivant, vous choisissez la clé dans l'arborescence et ensuite ils vont vous demander attention, la clé va être formatée, etc. Vous validez, ça va vous faire votre clé en quelques instants et votre Ventoy sera prêt. Et finalement, ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire du glisser-déposer. Donc vous téléchargez les ISO que vous voulez. Je vais vous montrer ensuite comment télécharger les ISO. Et je vous ferai une démonstration avec un dossier. Parce que finalement ça sera pas plus compliqué que de glisser des fichiers dans un dossier une fois la clé créée. Donc vous êtes ici, donc une fois que vous bootez sur la clé au démarrage de votre ordinateur, donc en appuyant sur F12, Escape, Supr, etc. Enfin, en fonction, on va dire, de la touche de boot de votre ordinateur. Je vais vous montrer tout à l'heure une page qui est bien utile pour récupérer les touches de boot. Vous allez arriver ici. Donc c'est le premier panneau, on va dire, de boot de votre Ventoy qui va vous afficher en fait toutes les distributions, tous les systèmes d'exploitation que vous aurez glissés dans la clé. Donc vous choisissez le système que vous voulez et hop, on démarre automatiquement sur le système. Ça peut être du Windows, du Linux. Vous voyez, on a vraiment le choix. Là, ils ont montré un peu quelques captures pour vous montrer un peu ce que ça pouvait donner. Mais il y a vraiment le choix. On n'est pas cantonné à une seule application, un seul logiciel. Au niveau des téléchargements, donc vous avez Ventoy pour Windows, Ventoy pour Linux et Ventoy en live CD. Donc il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il n'y a pas à se prendre la tête pour télécharger. En général, moi je le crée sur Windows parce que sur Linux j'ai eu un petit peu du mal jusqu'à présent parce que j'étais sur Mint et j'ai pas eu à le créer sur Debian. On pourrait essayer pendant la vidéo, mais j'ai déjà suffisamment perdu de temps toute la semaine. Je suis un peu deg de ne pas avoir pu vous sortir cette vidéo la semaine dernière. D'ailleurs, je pense que exceptionnellement, je suis vraiment navré pour les personnes qui sont membres de la chaîne. Je vais laisser peut-être un jour d'avant-première. Une fois que la vidéo va sortir, il y aura peut-être un soir, un jour d'avant-première, mais je vais pas trop tarder parce que je veux vraiment me rattraper et j'espère que cette vidéo pourra toucher le plus grand nombre et rendre vraiment service au plus grand nombre. C'est pourquoi je la sortirai avec moins d'attente et un temps de programmation plus court. On va ensuite passer, comme je vous disais, donc au site qui va pouvoir vous donner les touches de boot. Donc normalement, si je fais touche de boot Malécal, alors normalement, voilà, Malécal, hop. Alors ce site-là, je vous conseille de le mettre dans vos favoris si vous bidouillez souvent et que vous amorcez souvent sur des clés USB, etc. Parce que ça vous permettra, en fonction de la marque des ordinateurs, de savoir comment aller dans le BIOS et comment aller dans le menu de boot. Par exemple là, donc utiliser chercher ce tableau pour trouver la touche d'accès au BIOS. Donc sur Asus, ordinateur de bureau F8. Pour le boot menu et pour le BIOS F9. Asus, VivoBook, voilà, vous avez toutes les références, Escape ou Supr. Et là, vous descendez dans le tableau et vous voyez que, franchement, chapeau parce que c'est super bien documenté. Il y a quand même pas mal de marques, de modèles qui ont été répertoriés. Et ça, je trouve que c'est vraiment super parce que c'est pas tout le monde qui a pris le temps de documenter ça comme ça et jusqu'à présent j'ai jamais trouvé un site tout en bien documenté. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que j'ai toujours trouvé les touches de boot. Et si je n'ai pas dans la liste ici, je fais une recherche spécifique
soit directement sur Google, ou alors avec ChatGPT, ou alors avec Gemini, mais j'arrive toujours à trouver en tout cas mes réponses comme ça. Sans plus tarder, on va passer du coup à l'installation du premier OS qui est Linux Mint. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une bonne alternative. Je vais vous montrer comment l'installer et vous détailler un petit peu tout ça et vous faire quelques commentaires pendant l'installation, pardon. Et du coup, je vous en dis pas plus et on se retrouve de suite sur la séquence. Donc, avant de passer sur Linux Mint, j'allais oublier, je vous ai reproduit avec l'explorateur de fichiers une clé Ventoy. Hein. Pour vous, elle apparaîtra donc ici. Là, moi, elle n'y est pas parce que c'est un simple dossier, mais en fait, ça reviendra au même. Donc, l'idée, c'est de mettre les ISO du système d'exploitation ou des systèmes d'exploitation qu'on veut tester et installer dans votre clé Ventoy. Pour ce faire, comment on fait? C'est aussi simple que ça. Hop, voilà, je glisse dans ma clé les ISO que je veux tester et installer. Une fois dans la clé, on arrête l'ordinateur, on le redémarre, on tape sur la touche de boot pour obtenir le menu de démarrage, le menu de boot. Avec les touches en haut, en bas, on sélectionne la clé sur laquelle se trouve notre Ventoy. On fait entrée et là c'est magique, on arrive sur le menu de démarrage Ventoy avec la flèche en haut en bas, toujours pareil, on sélectionne notre système d'exploitation qu'on veut soit tester soit installer et ça va démarrer sur le système d'exploitation. Sans plus tarder, du coup, on va passer sur l'installation du Linux Mint. Vous allez voir du coup l'étape juste après avoir appuyé sur le entrée sur le Ventoy et on va voir tout ça ensemble. Et c'est maintenant. Du coup, c'est parti. On se retrouve sur l'installation de Mint. Donc là, on a démarré. On choisit de démarrer Linux Mint, donc le truc d'en haut. On est sur une VM, donc sur mon lab juste derrière. Hop, voilà. Donc là, on arrive en fait sur le mode live et ça nous propose d'installer. Donc j'ai cliqué sur Install Linux Mint. On va sur Français, continuer. Voilà, French. Donc là, j'ai mis le clavier en français comme ça. Ensuite, j'ai préféré donc le mettre en AZERTY et je savais pas trop et je suis resté sur AZERTY. Pour moi, ça devrait suffire. En tout cas, c'est ce que je choisis tout le temps. Ensuite, je suis désolé, c'est un petit peu long. Donc ça, c'est la VM. Hein, c'est parce que je lui ai alloué une partie du processeur et de la RAM, mais bon, du coup 8 Go de RAM et un corps, c'est pas énorme. Voilà, donc là vous voyez un peu les options qu'on doit sélectionner. Là j'ai fait effacer le disque et installer parce que moi j'ai pas de système à côté, mais on aurait pu aussi installer à côté de notre système, auquel cas on aurait dû partitionner. Là on choisit la localisation Paris, le nom d'utilisateur, ça nomme aussi la machine automatiquement. Ensuite, on va choisir un mot de passe. Bon, là, je vais pas me casser la tête, hein, je vais mettre juste un caractère. Ça sera beaucoup plus simple et on va ouvrir la session automatiquement. Au moins, j'aurai pas à m'embêter. Hop, on continue. Voilà, donc là, j'ai accéléré hein, parce que sinon, ça mettait 1000 ans. Donc là, vous avez l'installation qui se déroule avec déjà des explications un petit peu sur ce qu'est Linux Mint. Je vous suggère de les lire lors de l'installation, c'est déjà pas mal. Ça vous permet un petit peu de faire connaissance avec le système. Et là, donc ça termine et ensuite ça vous propose de redémarrer ou de continuer à tester. On va de suite passer sur la vraie version et non pas la version live. Donc moi je passe du coup sur redémarrer maintenant. Quand on a cliqué sur redémarrer, ça va à un moment donné vous demander d'enlever la clé et d'appuyer sur entrée. Vous le faites, le PC redémarre et on y arrive. Au démarrage, on a ce panneau là, gardez-le les premiers temps. Ça va être un petit peu votre guide dans le système. Vous voyez que chaque fois, ça vous envoie soit sur la documentation, les nouvelles fonctions, des notes de mise à jour, les premiers pas. C'est vraiment super. Vous allez aussi avoir le centre d'aide. Il y a des forums qui sont super actifs, un salon de discussion et pour les plus avancés, vous pouvez même contribuer à améliorer la distribution, donner votre avis, etc. Donc c'est vraiment pas mal.
Donc là, voilà, ça je vous invite à le garder. Le jour où vous ne le voulez plus, vous décochez cette case et c'est terminé. On va passer du coup à la suite. Donc au niveau de l'explorateur de fichiers, donc vous voyez que ça ressemble quand même de très près à Windows. On a documents, images, les modèles, musique, etc. On a la marge à gauche, comme sur Microsoft Windows. Là, j'ai voulu scanner le réseau, mais bon, je suis sur ma VM et du coup, j'ai pas grand chose sur le réseau, c'est normal. Je suis sur un réseau séparé sur mon lab. Ensuite, le navigateur web, donc c'est Firefox, le terminal, le menu démarrer. Donc là, encore une fois, on ne peut pas faire plus proche de Windows. Vous constatez que tout est classé par thème. Donc là, on est dans les accessoires. Tout est expliqué. Vous avez toujours des petites légendes en bas. Vous voyez qu'il y a tout est expliqué. Internet, donc là voilà, son et vidéo, l'administration, donc là ça va être un peu tout ce qui est réglage, fonction, tout ce qui va être, on va dire, pratico-pratique. Les préférences, là c'est pareil, hein, je vous laisserai parcourir, mais c'est vraiment un OS hyper complet et super classe d'un point de vue visuel. On va aller aussi dans les thèmes, donc là j'ai mis sombre parce que déjà ça défonce moins les yeux. On a les couleurs d'accentuation, donc ça c'est plutôt sympa de pouvoir choisir, mais je préfère nettement, non on va pas fermer, on va aller dans paramètres avancés, et là vous choisissez la souris, les barres de menu, les icônes aussi des dossiers, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez énormément de styles. Je vous mets au défi de trouver autant de flexibilité d'origine sur un Windows, hein. Je m'abstiendrai de plus de commentaires. Donc on va fermer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, les dossiers, je trouve qu'ils sont plutôt classe. C'est sophistiqué, c'est vraiment joli. Au niveau des fonds d'écran, donc ça forcément, ils font leur promo. Ceux-là sont pas terribles. Ceux-là sont un petit peu mieux, on va dire. Fut un temps, c'était mieux. Il y avait des paysages qui étaient vraiment sympas. Là, je trouve que c'est de l'abstrait, il faut aimer. Je suis pas particulièrement fan. Dans les images, ça sera vos photos. On va mettre, j'en ai vu un coloré en bas. Voilà, on va mettre celui-là. Donc abstract. Ouais, on va mettre ça. Puis où il est là. Voilà. Hop, ça change de suite et ça va super bien. Donc ça aussi c'est super agréable. Dans les mises à jour, la première fois vous allez devoir valider ça et vous allez refuser le miroir de dépôt local, puisque de toute manière on va se servir du miroir qui est installé. Là ça va se mettre à jour, donc il faut être un petit peu patient, hein. Les premières fois vous allez avoir forcément un petit peu des mises à jour à faire, c'est tout à fait normal. Voilà, là il y en a un petit paquet, on va agrandir, on y verra mieux. Voilà. Donc je les ai pas comptés, hein, mais bon, je pense qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine. Donc là, installer les mises à jour. Et là, c'est ici qu'il va falloir s'armer un petit peu de patience pour nous. J'ai mis en accéléré, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y a de quoi devenir dingue. Je pense que j'ai bien attendu, je sais pas, 1 heure ou 2, je sais plus. Peut-être pas 2 heures, mais une bonne heure ou 45 minutes. Heureusement que pendant ce temps, je préparais encore d'autres choses pour la vidéo en parallèle sur le PC portable, puisque sinon je serais devenu dingue. Et là, j'ai ouvert la partie info du terminal d'installation pour voir ce que ça donnait. Et j'ai même pris des captures pour mettre dans ChatGPT pour lui demander s'il pensait que l'installation poursuivait encore. J'ai regardé le gestionnaire d'activité, enfin les processus, etc. Et c'est là où je rentre avec le terminal des lignes de commande pour voir en fait si mon processus tourne encore, parce que je m'inquiétais un petit peu. Je me demandais, malgré les LED d'activité en bas de la fenêtre de la VM, si la VM n'avait pas planté. Finalement, comme vous constatez, ça n'a pas planté. On clique sur redémarrer. Voilà. Et là, la VM va redémarrer et on va arriver sur un Linux Mint tout beau, tout neuf. Et surtout à jour, ça c'est important. Toujours la fenêtre de bienvenue. Hop. Ensuite, j'aimerais bien qu'il arrive le relevé système, mais je pense qu'il va pas arriver. Donc on va aller ici, on va taper relevé système.
Voilà, je vais vous ouvrir la fenêtre. Donc ça, c'est une fenêtre que vous aurez souvent pour des mises à jour majeures. Enfin, des mises à jour un peu plus costauds, donc de version. Là, j'ignore Timeshift, mais ne l'ignorez pas si vous pouvez l'activer pour faire des backups, c'est bien, ça vous permettra de revenir en arrière en cas de pépin. Là, hop, on retourne dans les relevés du système. Donc ici, vous avez les renseignements sur le système, les relevés de plantage, les mises à jour. Hop, voilà. Il n'y a plus de mise à jour. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc l'explorateur de dossiers, de fichiers, pardon, je vous l'avais montré. Le navigateur web, donc c'est Firefox par défaut. Moi je trouve que il n'y a pas besoin de plus. Bon là j'ignore, hein, tout ce que je veux c'est le faire fonctionner. Vous vous rendrez compte que il est autant fonctionnel que sur Windows. Vous avez la possibilité d'ajouter des extensions. Vous pouvez synchroniser votre compte Mozilla. Voilà, vous voyez que la navigation fonctionne bien. Et pourtant, je suis en bridge sur ma connexion à travers une VM sur mon lab. Et ça fonctionne normalement. Là, c'est peut-être légèrement lent. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un foudre de guerre. C'est une petite VM. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce Linux Mint là. Déjà, out of the box, vraiment sorti de l'installation, j'ai juste fait les mises à jour et je peux profiter, aller surfer sur internet, regarder des vidéos YouTube, etc. Franchement, que demande le peuple? C'est gratuit, efficace, simple et fiable. Voilà. Donc on va passer à la suite de la vidéo sur le prochain OS et j'espère que ça vous plaira. Donc du coup c'était un petit passage sur Linux Mint. Comme vous avez pu le constater, c'est pas hyper compliqué à l'installation, c'est même user friendly. Une fois arrivé dessus, bon bien sûr il faut bien faire les mises à jour. J'ai survolé un petit peu l'interface utilisateur, je vais faire un petit peu pareil sur tous les OS, j'aurai pas le temps ce soir de tous les détailler en profondeur parce que sinon la vidéo durerait 2 ou 3 heures, c'est pas le but. Le but c'est pas de vous assommer, c'est vraiment de vous montrer un petit peu les alternatives, le visuel, comment ça s'installe, comment ça fonctionne et ensuite libre à vous de tester, surtout qu'avec Ventoy vous pouvez tester juste sur la clé et il n'y a pas forcément besoin d'installer directement sur votre ordinateur si vous n'en avez pas envie, donc ça c'est plutôt pas mal. On passe du coup au second OS qui lui sera super sympa. Hop, voilà, on va lancer l'installation, voilà. Et là, ça sera Pop OS. Donc là, on est en plein chargement de la VM. Donc là, il faut pas prendre peur quand vous allez avoir des lignes comme ça, c'est tout à fait normal. On laisse charger. Donc là, c'est tout à fait normal, ça défile, ça fait son travail. Donc l'avantage avec Pop OS, le design est un peu plus moderne de base que celui de Mint. Vous allez avoir un kernel aussi plus récent. Donc vous aurez un meilleur support des drivers Nvidia et du matériel récent. Ça c'est vraiment pas mal. Et ça sera parfait pour les gens qui font du montage vidéo, de la photo, etc. Donc vous pourrez aussi vous en servir pour faire du jeu vidéo. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est l'interface de départ avec le menu d'installation. Alors là, l'installation, dites-le moi en commentaire ceux qui ont déjà Pop OS sur leur station de travail ou sur leur laptop, peu importe. J'avais ce bug là que j'arrête pas de faire péter où il me dit que l'installateur plante et il me demande si je veux attendre ou forcer à quitter. Alors chaque fois j'ai annulé, j'ai forcé comme ça. Voilà. Bon là j'ai fini par laisser tomber, j'ai quitté et je suis revenu dessus. Donc hop, France, sélectionné, français, AZERTY, installation propre. Hop, voilà, le nom ici, le mot de passe, comme d'habitude un mot de passe simple là pour vous montrer le test. Je crypte pas mes données mais vous pourriez le faire. L'installation se lance, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas plus compliqué qu'avec Windows, hein.
c'est même mieux parce que vous pouvez tester en direct. Là, on a l'installateur qui se lance automatiquement, mais on pourrait très bien rester sur la clé USB et utiliser le système comme ça marche aussi. Donc là, on va redémarrer l'appareil pour passer sur Pop! OS fraîchement installé et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, il faut pas avoir peur. Voilà, on arrive sur notre Pop! OS. J'aime bien le petit avatar. Hop. On valide. Voilà. Donc là, d'entrée, on nous propose... alors, clic. Ouais, donc ça, c'est les mises à jour qui sont disponibles. Là, on nous propose de choisir l'environnement. Donc, pas du tout de dock. Hop, désolé. Ça, c'est pour les mises à jour. On le réduit, on ira voir après. Pas de dock. Moi, j'aime pas parce qu'il n'y a pas de barre en bas. Ça me perturbe un peu. Ensuite, on a le dock de bord à bord. Ça fait une énorme barre d'étage super épaisse. Je suis vraiment pas fan. Et un dock un petit peu comme sur GNOME. Moi, je préfère ça. On va partir sur ça. Suivant. Ensuite, là, les boutons de l'espace de travail. Voilà, c'est là-haut en haut à gauche. Je vous laisse voir du coup en haut à gauche. Hop, Workspace. Ça me plaît pas trop, donc on va l'enlever. Application, c'est pareil, c'est pas joli. Hop, on l'enlève aussi. L'heure et la date au centre, c'est impeccable. Suivant. Ensuite, le lanceur d'application. Ok. Suivant. Ça, c'est pour les laptops. Là, on est sur un PC, donc c'est pas un problème. On est en mode dark, on pourrait très bien passer en mode light. Ici. On va essayer. Voilà. Bon, par contre, ça défonce les yeux. On va repasser en dark. Ça sera mieux. Voilà. Alors, ensuite, suivant, la confidentialité. Donc, par défaut, la géolocalisation est désactivée. Ça, c'est plutôt pas mal pour la confidentialité. Le fuseau horaire, Paris. Suivant. Donc, finalement, on finalise l'installation après avoir fait l'installation. C'est pas tout à fait pareil que sur Mint. Là, vous voyez que vous pouvez vous connecter finalement à pas mal de comptes. Des comptes officiels, hein, Microsoft ou autre. Donc c'est plutôt bien fourni. On va s'occuper des mises à jour dont ils nous ont parlé. Donc update, c'est ici. Ok. Donc je tiens à préciser que je connaissais pas Pop! OS avant. Je lance les mises à jour. Par contre là, il faut s'armer de patience parce que c'est extrêmement long. Donc là j'ai sauté je ne sais combien de temps. On va regarder aussi au niveau des fonds d'écran. Là par contre c'est beaucoup plus sexy que sur Mint. Je trouve que les fonds d'écran ils ont fait un super effort au niveau de Pop! OS. C'est super stylé et notamment celui-là là avec l'eau. Je trouve que c'est d'un effet, c'est magnifique. Après il faut aimer, mais j'aime bien les fonds d'écran un petit peu nature comme ça, c'est super joli. Je pense qu'on va le voir après hein, de toute manière. Alors 63, je regarde un petit peu ce qu'il y a. On va le laisser faire parce qu'a priori ça a encore reculé la barre de chargement. Là à ce moment là en fait je me demandais si c'était en cours ou pas. Donc là installing updates, donc il est vraiment en train de le faire mais ça prend 1000 ans. On va laisser faire. Voilà. Donc là je vous laisse admirer le fond d'écran. Hop, le launcher, donc ça c'est pas mal. Lui on va venir le mettre là. On va un peu redisposer hein. Les workspace, le launcher. Ok, ça c'est pour lancer par recherche. Je trouve pas ça super utile, mais pourquoi pas. Ouais, on va l'enlever. Voilà, c'est mieux. Ça on va le garder. On va le mettre là. Ensuite les applications, du coup ça c'est on va dire la librairie Home de base. On va y revenir après. Du coup là j'allais où? Ah oui, les extensions. Donc on se rend compte que finalement ce dock etc c'est un ajout de plein d'extensions. Donc ça veut dire que finalement on pourrait très bien changer même ce dock là s'il nous convient pas et passer sur un dash to dock. C'est ce que j'utilise sur le Linux que vous avez en bas en dessous de la VM.
c'est le dock qu'on va voir en fait tout simplement ici. Hein, c'est ce dock là, bon, qui est caché derrière la barre de lecture, mais qu'on voit. Donc au niveau des applis, comme je disais, il y a la librairie Home ici. Donc on a plein d'applications de base, les agendas, contacts, les gestionnaires de disques, etc. Le moniteur système, la météo, le gestionnaire d'archives, le flasher, alors ça c'est bien pour les clés USB, pour créer des clés bootables. Le gestionnaire de mot de passe, pour numériser. On a vraiment tout comme un super système d'exploitation. Et c'est encore une fois gratuit. Et ça, vous allez l'entendre souvent. Le pack Office, donc LibreOffice par défaut. Le tableur, les PowerPoint, l'équivalent de PowerPoint et l'équivalent de Word. La gestion de l'alimentation, donc ça c'est toute la partie système, tout est super bien classé de manière claire et logique. Les utilitaires, voilà, donc vous retrouvez plusieurs fois les mêmes, sauf que c'est trié et vous pouvez même vous faire votre propre dossier personnalisé. Voilà, perso, create, et hop, voilà, perso. Ça c'est vraiment super. Voilà, donc là, le seul truc que je constate, j'invite ceux qui ont déjà Pop! OS sur leur PC à me le dire, c'est qu'il y a une partie qui est en français, une partie qui est en anglais. C'est le seul souci, le seul petit bémol que j'aurais comparé à Linux Mint qui était en français. Là, c'est un peu compliqué, je pense, pour les gens de s'y retrouver. Là, j'ouvre juste le terminal pour montrer un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas pour l'install, je tiens à préciser, ne me grondez pas. Le terminal, du coup, est un peu plus classique. Hop. Alors, par contre, là, je me rends compte qu'il faut faire ça. Voilà, échec de l'authentification. Ok. Voilà, là on est en route. Ok. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est un terminal simple, mais ça suffit. Là, la mise à jour met encore 1000 ans. Donc voilà. Là-haut, c'est le panneau des notifications en cliquant sur l'heure avec le calendrier. Du coup, c'est plutôt pas mal. Hop, j'avais appelé Firefox, qui lui aussi, du coup, sur Pop! OS, c'est aussi le navigateur par défaut. Pareil, hein, simple, efficace, fiable. Vous avez la possibilité de récupérer vos favoris, etc. Donc là, encore une fois, il n'y a rien à redire. Pensez d'ailleurs, quand vous migrez d'un système à un autre, à récupérer bien les favoris, faire un export de vos favoris avant depuis votre ancien navigateur sur Windows. Là, vous pouvez faire vos recherches comme d'habitude. Donc là, par exemple, je vais aller sur YouTube, par exemple, voir la chaîne. Hop. Alors, dites-le moi, mais j'ai l'impression que ça charge beaucoup plus vite sur Pop! OS que sur Linux Mint. Et pourtant, la configuration au niveau hardware est exactement la même que ce que j'avais choisi pour le Mint. Hop. Ah oui, là, j'étais en train de chercher. Hop, fermé. Ensuite, les arrière-plans. Pourquoi j'arrive là? Je sais plus. Ah oui, les options de bureau. Donc là, ça vous laisse voir un petit peu tous les réglages qu'on a. On pourrait même avoir les coins actifs, choisir ce qu'ils font, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même assez malléable. Dans l'ensemble, il y a quand même énormément de réglages fins, si on peut dire ça comme ça. Des réglages qu'on n'aurait pas sur Windows ou alors peut-être de manière on va dire moins accessible. Là vous avez une accessibilité accrue à tous les paramètres et vous pouvez tout régler comme vous le souhaitez. La taille du dock, la position sur le bureau, l'alignement du dock et des icônes. Enfin, c'est vraiment poussé. C'est la personnalisation et en plus de ça c'est proposé de base d'usine entre guillemets, donc ça c'est un plus. Vous avez le Bluetooth, la gestion du bureau, les notifications, des applications, c'est hyper complet. Dites-le moi en commentaire, mais je pense que là ça semble pas professionnel. Je pense pas, d'après ce que je vois ici, même en essayant de me placer en utilisateur lambda
qui ait besoin d'être utilisateur super avancé pour comprendre ce système-là. Seul bémol, comme je dis, c'est qu'il est beaucoup trop en anglais pour moi. Alors, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais. C'est un petit peu dommage parce que passer à côté de cet OS qui en plus aurait l'avantage eh bien, d'être vraiment compatible avec du matériel récent, s'il est en anglais, ça risque un petit peu de poser problème. D'ailleurs, je crois que là, je vais chercher la langue. Ouais, c'est ça. Il me semble English, voilà. C'est là. Du coup, hop, français. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal. Vous pouvez avoir votre navigateur internet en français. Donc ça c'est plutôt cool. On n'est pas cantonné à de l'anglais. Donc là si je réouvre maintenant le Firefox, on va attendre qu'il s'ouvre, mais normalement il devrait passer cette fois-ci en français. Ouais, nouvel onglet, importer les marque-pages, etc. Oui, définir par défaut. Ok. Donc là, finalement, on se retrouve avec un navigateur confortable dans notre langue, avec un système, avec un noyau moderne qui nous permet d'avoir la compatibilité avec tous les derniers matériels, ou du moins presque tous. Après, je recommanderais jamais assez, ne prenez pas le matériel qui est sorti hier. Attendez quelque chose attendez au moins un an, allez, une bonne année. Un an et demi, je pense que c'est pas mal. Certains me diront qu'on peut prendre du matériel plus récent, mais dans ce cas-là, il va falloir commencer à regarder vraiment les prérequis, à analyser les spécificités techniques de votre matériel pour vérifier les compatibilités avec le système. Et comme cette vidéo est destinée, on va dire, à des utilisateurs classiques qui veulent migrer de Windows vers Linux, on va pas rentrer là-dedans, en tout cas pas dans celle-ci. Là, je personnalise un petit peu le Firefox, comme je l'ai toujours fait sur tous mes Firefox. On se rend compte que finalement, on a toutes les fonctions habituelles. Enfin, ouais, franchement, je signe de suite. Moi, c'est le dock qui me perturbe un peu. Leur dock de base avec ces extensions là, je suis pas particulièrement fan. Mais après, voilà, ça engage que moi. Là, on est sur une VM, donc c'est un petit peu long, mais au final, voilà, c'est quand même un OS qui est assez fluide. Je pense que sur un PC, vraiment un vrai ordi avec suffisamment de ressources, du coup, il y a moyen d'avoir un super OS fluide et agréable à utiliser. Je vais voir peut-être ici à propos. Donc là, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça va pas non plus vite. Voilà. Donc il y a 3,7 Go de mémoire sur cette VM. Un Intel Pentium Gold G5420 avec 3,80 Go de processeur et 2 cœurs. Donc c'est vraiment pas grand chose. Le disque dur 32 Go. Donc c'est pas grand chose du tout. C'est un fenêtrage X11, par contre on n'est pas sur du Wayland. En effet, ouais, il n'y avait pas les fenêtres arrondies sur les bords. Mais ouais, c'est plutôt sympa. L'avantage du X11 par contre, c'est que vous serez compatible avec AnyDesk. Wayland pour le moment est vraiment très compliqué à faire tourner, a vraiment énormément de mal à faire tourner AnyDesk par contre. Hop, au niveau des paramètres réseau, donc ici vous constatez qu'on peut tout régler comme on veut. Là, on peut mettre en manuel, par exemple, hop, je mets mes DNS, mettons que je souhaite, par exemple les DNS Google, hop, appliquer. Voilà, on va aller... Ah, je pensais que j'allais faire le test, mais ouais, j'ai coupé parce qu'au final, ça commençait à faire un petit peu long. Grosso modo, voilà, donc j'allais faire un test dans la vidéo, mais ça n'a pas changé parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais dans les paramètres réseau, en fait, de par ma VM et bon, les connexions que j'ai faites dans le lab, j'étais bridé à 100 mégas. Mais grosso modo, j'ai envie de dire, vous avez pu constater que
C'est différent de Mint. Là, on s'éloigne un petit peu du look de Windows. On est plus sur un système qui commence à se rapprocher un petit peu de Mac ou de certains Linux. Mais on garde, on va dire, une simplicité d'utilisation. Le seul défaut, encore une fois, je sais, ça fait 4 ou 5 fois que je le dis, c'est ces termes en anglais que j'aurais préféré pouvoir écarter. Peut-être que c'est un défaut d'utilisation, d'installation, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. On va passer maintenant sur la partie OS Gaming. On va commencer par Bazzite, que je vais vous présenter, on va dire, sur leur site. Mais à culpa, j'ai pas poussé plus loin parce que j'ai pas pu l'installer. J'ai eu un souci à l'installation, il voulait pas tourner sur mes VM. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire s'il y en a qui ont eu du mal à le faire tourner en VM. C'est plutôt bizarre, la machine démarrait mais elle fonctionnait pas. Et ensuite, je vous montrerai GLF, mais vous verrez qu'avec lui aussi, j'ai eu quelques déboires au niveau du fenêtrage, mais c'était plus gérable pour vous faire une petite présentation. Allez, c'est parti. On continue cette vidéo sur la migration Windows vers Linux pour sauver votre PC du fait qu'il puisse plus tourner sur les nouveaux Windows. Avec cette fois-ci Bazzite. Donc on attaque la première distribution orientée jeux vidéo qui pourra vous servir aussi dans le quotidien, mais qui sera vraiment efficace, pour ne pas dire efficiente même, au quotidien pour vos jeux vidéo. Donc Bazzite, je vais passer sur l'écran, voilà. On est sur la page d'accueil de la distri. Donc vous allez voir qu'ils ont mis le paquet. Donc la prochaine génération de jeux Linux, Bazzite rend le jeu et l'utilisation quotidienne plus fluide et plus simple sur les PC de bureau, les ordinateurs de poche et les tablettes et les PC de cinéma maison, donc les home theater. Jouez à vos jeux préférés. Bazzite est conçu pour les nouveaux arrivants et les passionnés de Linux, avec la prise en charge préinstallée de Steam. Par Steam, du coup, HDR, VRR, les planificateurs de processeurs améliorés pour un gameplay réactif, ainsi que de nombreux outils et ajustements développés par la communauté pour rationaliser votre expérience de jeu et de streaming. Vos propres jeux en dehors de Steam, donc Lutris préinstallé, et d'autres lanceurs peuvent non seulement exécuter des jeux à partir de la plupart des magasins de jeux, mais les intégrer proprement dans le mode Steam Gaming, y compris Xbox Game Pass via Battle.net, EA App, Epic Games, GOG, itch.io, Rockstar, Launcher, Ubisoft Connect, les vieux CD de votre père et plus encore. Donc voilà ce que ça peut donner. Ici, vous avez un petit peu là, sur Forza Horizon 5, Stalker, Marvel, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur tous vos appareils, Bazzite fonctionne donc pour vous, que vous préfériez jouer sur votre pochette. Alors ça, on va quand même repasser en anglais parce que c'est dégueu. La traduction langue cible, oui. Afficher la page d'origine. Voilà. Bazzite works for you whether you prefer to game on your handheld. Ouais, sur votre tablette ou je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Chill on the couch with your home theater. Donc tranquille dans votre lit avec votre home theater, avec votre laptop, votre tablette. On a vraiment en fait l'embarras du choix. D'ailleurs, c'est là que vous voyez un laptop, une console portable. C'est une Legion Go si je dis pas de bêtises. Ah si c'est ça, c'est une Legion Go. C'est ça. Donc ça peut tourner dessus. Rollback. Ah oui, ça c'est vraiment important. Donc là on va repasser en français. Ça sera plus simple de l'expliquer. Rollback sans crainte. Donc Bazzite est basé sur l'image, signifiant qu'après chaque mise à jour, la version précédente du système d'exploitation est conservée sur votre machine. Une mise à jour devrait-elle causer des problèmes? Vous pouvez sélectionner l'image précédente à l'heure du démarrage. Donc ça veut dire que si jamais il y a le moindre souci lors de la mise à jour, vous pouvez revenir 1 heure avant et il n'y aura plus de soucis.
Ça, c'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle un système immuable. Votre système vraiment sera hyper difficile à casser. Vous aurez la base du système, votre fichier home, donc où il y a tous vos documents et tout séparés, et vous pouvez pas casser parce qu'en fait, vous aurez toujours un backup qui va se faire avant les mises à jour importantes, et ça, c'est énorme. Donc sécurisé par défaut. Du coup, donc Enterprise Class Security with a box, c'est sécurisé par SE Linux de base. Le Secure Boot est pris en charge. Signed Container Images. Donc a priori, là, qu'est-ce que ça nous dit? GitHub. Ok, donc il y a un projet GitHub qui a bossé dessus. And Lex Disk Encryption with Optional Automatic TPM Unlocking. Donc ça prend en charge aussi le verrouillage et déverrouillage via votre puce TPM qui va être dans votre PC. Alors ça par contre c'est pas tout le monde qui pourra l'avoir parce que justement c'est un des fameux prérequis qui va bloquer pour les PC Windows, mais c'est pas obligatoire. Work with your hardware, not for it. Ça, c'est vrai que c'est énorme aussi. Vous allez trouver un peu des versions pour tout type de matériel. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, vous avez aussi donc, le support pour les PC comme ça, transportables. Vous avez aussi pour des PC fixes ou portables. Vous avez des DE différents. Donc là, KDE, on va avoir GNOME. Donc les DE, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les environnements de bureau. Donc là, GNOME, c'est ce que j'ai moi ici sur mon espace de travail, avec ce doc là, etc. Donc vous le retrouvez ici. On aura KDE qui sera un peu plus Windows friendly, si on peut dire ça comme ça, avec ses modes de fenêtre comme ça. Et franchement, je trouve qu'il est magnifique aussi sous KDE. On aura donc là, il vous présente Steam. Donc ça sera franchement pareil que sur votre Windows, hein, votre Steam. Au niveau donc Droid bring the Android apps and game you love to Bazzite. Ok, donc là vous pouvez même avoir vos applis favorites Android sur votre Bazzite. Ça c'est pareil, c'est un petit plus. Ils ont cherché vraiment le côté fun et cross-platform. Là, je vois énormément de trucs intéressants. Donc, on a Firefox. Là, c'est toujours du Mozilla, mais c'est Thunderbird pour vos mails. KeePass. Donc, ça, c'est super aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Bring Brew and the Tool Technical. Create the Cloud Native Community to desktop. Ok, voilà, une petite vidéo de présentation. Je vais juste enlever le son parce que j'ai pas envie, comment dire, de vous ensourder, de foutre ma vidéo en l'air. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Je trouve que franchement, ils ont mis le paquet au niveau de la présentation. Donc les PC de bureau, les PC portables, les home theater. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est Bazzite. Au niveau des téléchargements, donc download Bazzite. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc les kernels 6.17.5. Donc c'est un kernel relativement récent, ce qui va expliquer aussi les compatibilités avec les derniers matériels. Et ce qui fait aussi qu'ils peuvent revendiquer le statut d'OS gaming. Au niveau du MESA, on est en 25.2.4.2. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par contre, voilà, sélectionnez votre hardware. C'est là où je me disais, le téléchargement, il est où? Donc ça va être ici, Download Bazzite.
Donc ici, en fait, vous allez sélectionner votre matériel. Vous vous rendez compte qu'ils ont mis le paquet parce qu'ils se sont vachement spécifiés pour faire en sorte que ça colle parfaitement à votre matériel. Donc PC de bureau, PC Home Theater. On a même les frameworks desktop. Alors ça, c'est énorme. Parce que vous savez que j'ai un projet framework. Et pourquoi pas installer du Bazzite dessus. Ouais, ça me tente. Ça me tente. Faudra vraiment que je le teste. Ça serait un truc à faire. Handhelds. Donc les handhelds, en fait, c'est les fameuses consoles portables, les consoles PC comme le Steam Deck. Le LCD et le OLED. Attention, ils n'ont pas pris qu'un seul des deux modèles. Là, le Lenovo Legion Go. Les Asus Ally, Ally X et Xbox Ally. Donc ça, c'est énorme. GPD, je connais pas. One X Player. Les AUXO. AYN, Ayaneo. MSI Cloud. Other Handheld PC. Ok, donc il y a même une installation générique. En laptop, donc on a les frameworks, les Asus et les autres. Après, dites-le moi en commentaire s'il y en a qui ont installé du coup la version Other Laptop, si ça fonctionne. En gros, toutes les versions Other même. Est-ce que ça fonctionne bien ou alors est-ce qu'on a des réglages particuliers à faire ensuite? Et Asus ROG Flow Z sur les tablettes, Miniforum V3 et Other sur Virtual Machine, bah oui, forcément. Ah, ça c'est bien parce que elle est là mon erreur. J'avais dû prendre desktop parce que comme un imbécile, je suis pas descendu. Voilà, allez, je mets les doigts, vous pouvez me mettre un coup de règle sur les doigts, je suis désolé. Voilà, c'est ma faute. Mais ouais, non, franchement, c'est énorme. Ils ont vraiment pensé à tout. Après, pour voir un super test de Bazzite, vous pouvez aller voir sur la chaîne de VinceFF. Il a fait un chrono challenge de l'installation de Bazzite de A à Z avec les mises à jour, l'optimisation du coup pour l'enregistrement de vidéo et pour le jeu vidéo. Donc ça vous donnera un ordre d'idée de comment fonctionne Bazzite. Ça vous aidera peut-être à vous décider. Et en parlant du coup de VinceFF, second OS Gaming sur lequel on va passer maintenant, c'est GLFOS. On va continuer la partie OS Gaming, comme je disais, par GLFOS. Vous allez voir quand je vais switcher marqué NixOS, c'est normal, c'est la base de GLFOS. Et c'est l'écran aussi sur lequel vous allez arriver quand vous allez décider d'installer GLFOS. Ne faites pas gaffe à ma souris qui fait un peu n'importe quoi. J'en ai chié parce que j'avais l'intégration de la souris dans la VM qui faisait que sauter. Et du coup, je perdais, en fait, ça décrochait et je sortais de la VM. Ça avait un peu le don de m'agacer et j'ai continué à l'installer comme ça parce que je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Du coup, on attaque et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc là, c'est le mode live. On est sur l'install de GLF qui va pas tarder à se lancer d'ailleurs. Normalement. Ouais, voilà. On a le live CD qui apparaît en bas dans le dock. Les consignes, ça charge. Hop, voilà. Donc là, par contre, l'avantage, on est directement en français. Ça, c'est super. Voilà, là, il me parle justement de la capture. Hop, j'annule et j'arrive pas à sélectionner. Hop, voilà. Donc ça fait pas ce que je veux. Je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois. Je suis vraiment désolé pour ça. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu sur cette VM. Elle a pas voulu fonctionner correctement. Hop, voilà. Donc là, je choisis français. Suivant. La zone, donc Europe, Paris. Suivant. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Français, AZERTY. Dites-le moi en commentaire. Hein, mais dans l'ensemble, toutes les distries s'installent assez facilement. On n'est pas sur un niveau plus 10, quoi. Hein. Voilà, un nom d'utilisateur, le mot de passe, donc nécessite un mot de passe fort, non, parce que j'ai pas envie de m'embêter, démarrer automatiquement, et utiliser le même mot de passe pour l'admin, au moins on s'embête pas pour cette installation là. On va peut-être lui mettre le mot de passe pour confirmer, et on fait suivant. Ensuite, les environnements,
Donc là, je suis resté sur GNOME, pardon. Donc là, vous voyez, il y a les versions de GLF. Le mini qui est léger, le studio avec DaVinci Resolve, le studio DaVinci Resolve Pro. Moi, je vais passer sur le standard. C'est celui qui suffira largement pour jouer. Là, vous avez un tas d'options au niveau de l'installation avec swap, sans swap. On a même chiffré le système. Personnellement, je veux pas le faire. On peut partitionner manuellement aussi son OS, enfin son installation, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, ben, j'aimerais arriver à faire suivant. Voilà, hop, suivant. Donc emplacement, tac tac tac, ok. Là il récapitule tout en fait. Nouvelle table, nouvelle partition. Ok, et allez, on envoie l'install. Donc là c'est pareil, je vais la laisser passer en accéléré parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Donc là j'ai décidé d'accélérer l'installation pour pas vous faire subir l'attente un petit peu trop longue de l'install de GLF. D'ailleurs vous voyez l'accélération en bas au niveau des LED d'activité. Alors il y a une particularité, il faut pas s'inquiéter, je crois que si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi hein, si je dis une bêtise, mais sur Arch on peut voir ça, sur CatchyOS et sur GLF l'installation reste bloquée pendant 1000 ans à 46% et puis d'un coup ça évolue, donc il faut pas s'inquiéter. Et si on veut faire une levée de doute à un moment donné, on peut appuyer sur la loupe verte à droite de la barre de chargement. D'ailleurs je pense que je vais finir par le faire parce que je me demandais si ça s'installait vraiment, parce que c'est vrai qu'il faut dire que c'est un peu flippant. Je me mets à la place de n'importe quel utilisateur, je mets ma clé, je lance l'installation, je suis trop content, j'ai réussi à lancer le processus d'install et là, surprise, au bout d'un moment je reviens et j'ai ma barre qui est toujours plantée à 46%. Je reste pendant 5 minutes devant l'écran et qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Donc là il y a de quoi devenir un peu dingue et si on manque de patience, arrêter l'installation, tout foutre en l'air, alors que en réalité l'installation continue. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous laisser cette phase là. Je sais pas si j'ai pas été un petit peu trop lourd sur la phase. Là voilà, j'ai cliqué en fait ici sur la loupe qui est derrière ma caméra et ça affiche un petit peu ce qui se passe. Donc là on voyait en fait que ça continuait à travailler. Hop, je saute un peu dans la vidéo parce que sinon il y en a pour 1000 ans. Hop, voilà, là ça a continué à travailler. C'est ce que je vous disais, en fait le problème c'est que le système continue à travailler en tâche de fond et il vous affiche pas forcément plus de pourcentage. Là vous pouvez voir que il y a des choses qui s'installent, qui travaillent, mais on est toujours à 46%. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter. Il faut faire confiance à l'installateur. C'est la seule, pour moi, la seule chose un petit peu dérangeante à l'installation sur GLF. La première fois d'ailleurs, j'étais pas au courant, donc j'en ai un petit peu fait les frais. J'ai foiré une install à cause de ça. Et puis ensuite, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était normal, donc j'ai patienté et ça a fonctionné. Là, c'était terminé, j'ai choisi redémarrer. L'écran de démarrage avec le logo de GLF qui tourne comme ça, j'adore. Franchement, je trouve que c'est super sympa. Hop, bon là c'est parce que j'avais laissé le support d'installation. Voilà, hop, et là on démarre. Là pareil, j'arrivais pas à recentrer la fenêtre. Elle a été plutôt capricieuse celle-là de machine virtuelle. Donc je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Hop, on va le laisser démarrer. Donc on sera comme sur mon Debian qui porte la VM, hein, on sera sur un environnement GNOME. Par contre, il n'y aura pas le dash to dock, donc le dock est masqué et il n'est pas transparent comme on peut avoir sur le Debian. Voilà, ça c'est le bureau de base de GLFOS. Vous voyez qu'il y a Heroic Game, Lutris, Steam de base. Il y a le bienvenu aussi qui va vous expliquer un petit peu tout ce que fait GLF. Donc ça c'est plutôt sympa. On le retrouve dans plusieurs distris sur Linux
Mais je trouve ça super qu'ils aient respecté, entre guillemets, cette habitude. Surtout étant donné que GLF est un OS très spécifique qui va prendre en charge nativement, grâce à leur super travail, en fait, votre matériel, que ce soit du AMD ou du Nvidia. Vous aurez les derniers pilotes, les derniers bons Mesa, etc. Et vous êtes sur un OS qui est vraiment très stable au quotidien. C'est un super système d'exploitation. Je l'ai utilisé pendant un moment sur mon lab. Alors pas pour jouer parce que il n'a pas suffisamment de puissance pour ça. Mais en tout cas, j'en étais vraiment super content. Donc là, bah oui, je quitte l'install puisque j'ai rien installé du tout. Donc toujours pareil, au niveau du launcher, donc vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses. On a la LibreOffice, on a vraiment des applis gaming, on a Discord de base, Winetricks pour les applis Windows, OpenRGB en natif pour gérer le RGB de votre ordi, les paramètres Nvidia, le manuel, ensuite hop, ici, voilà la suite LibreOffice encore. Enfin, c'est vraiment un OS hyper complet, ils ont pensé à tout, même au scan. Vous voyez numérisation à côté de Bitop. Alors il y a même des applis que je connais pas parce que j'ai pas tout testé. Mais franchement, je trouve que c'est un OS hyper sexy. Au niveau des menus, ça reste classique, mais voilà quoi, c'est un super boulot qui est fait. Là on était sur le thème clair, mais même en thème sombre c'est super sympa. L'explorateur de fichiers, j'adore le look des dossiers. Donc là par contre on est bien sur du Wayland avec les fenêtres arrondies. Easy Flatpak, donc là vous avez tout ce qui est gestion des applications, etc. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce problème là, donc ça a planté, on ne peut pas aller plus loin. Donc Easy Flatpak, ça va être pour gérer un petit peu les mises à jour, l'installation. Tant pis, je vais vous le montrer comme ça. Ça revient au même grosso modo. Donc vous allez avoir des mises à jour comme ça par exemple qui peuvent être installées, les applications installées qui vont être listées un petit peu de cette manière là, et vous allez pouvoir faire des recherches pour installer, sauf que ça sera pas visuellement pareil à 100%. Les installations, contrairement au fait qu'elles se fassent on va dire sur un bouton ici, il y aura une marge qui sortira avec des chargements, mais grosso modo ça sera pareil, vous cherchez, vous installez et le tour est joué. Donc on peut dire que GLF reste super simple d'utilisation. Il a la super particularité aussi de se mettre à jour tout seul, mais en arrière-plan. Ça c'est vraiment génial. Et finalement la mise à jour va s'appliquer uniquement à l'arrêt du système. Et du coup c'est vraiment pas intrusif. Et en plus ça prend pas 1000 ans. Donc je trouve que c'est super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est une super initiative. Je vous invite aussi à aller sur la page. Je vais essayer d'y aller. Hop, on va repasser en partage d'écran. Hop, GLF OS. Hop, Gaming Linux France, GLF OS. Hop, voilà, Gaming sous Linux accessible, passe en version stable. Et là, vous avez toutes les explications du coup solides, donc basé sur NixOS, robuste, fiable, les logiciels sont isolés du système, donc c'est immuable. C'est pareil, vous êtes vraiment tranquille, c'est orienté gaming, accessible. Ça se met automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur, pendant les 5 premières minutes. Ce qui inclut également la maintenance et le nettoyage du système. Aucune intervention manuelle au terminal n'est nécessaire et vous pouvez simplement utiliser votre système comme d'habitude. Ça c'est important, c'est un point d'honneur qu'ils ont mis et c'est vraiment génial. Pour le télécharger, ça sera ici ou ici. Et la configuration minimale, 8 Go de RAM, 16 pour la version studio. En disque dur c'est 60 Go et SSD recommandé. Et les cartes graphiques, ça supporte AMD, Intel et Nvidia. À partir, on va dire, de
1650. Donc franchement, il n'y a rien à redire de ce côté-là. C'est un super OS et je vous le recommande vraiment très fortement si vous voulez quelque chose de récent et que vous voulez vous faire plaisir pour jouer aux jeux vidéo, parce que oui, aujourd'hui c'est tout à fait possible de jouer confortablement aux jeux vidéo sous Linux avec un petit mais, en tout cas pour moi. On ne peut pas jouer à beaucoup de jeux compétitifs qui ont des anti-cheats, parce que ça reste un peu la bête noire de Linux. Mais mis à part ces jeux-là, pour jouer aux jeux que je joue moi, des jeux comme Forza, YouTuber's Life, The Witcher, qu'est-ce que j'ai encore, Hogwarts Legacy, Death Stranding, j'en passe, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Même avec Clair Obscur, enfin, Mafia, tout ce que vous voulez. Franchement, on va dire que 90 à 95% des jeux à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, tournent vraiment aisément sous Linux et il n'y a aucune contre-indication à basculer sur Linux, sauf si vous faites du jeu compétitif. Là, malheureusement, je pourrais rien pour vous. On va passer du coup à la suite de la vidéo et on arrive bientôt à la fin. J'espère que vous êtes toujours là et que ça vous plaît. Si c'est le cas, ben, je vous remercie. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, parce que ça m'encourage grandement et ben, c'est ce qui nous permet à tous de partager dans les commentaires et à moi de partager à travers les vidéos et de prendre un super plaisir toutes les semaines à partager avec vous. Voilà, donc on a vu les 4 distributions que je voulais vous présenter. J'aurais aimé vous montrer Debian, mais finalement je me suis rendu compte que au vu des installations que j'ai faites le long de la vidéo, il n'y aurait pas eu grand chose à montrer en plus, étant donné qu'on a vu de l'environnement GNOME. Donc j'avais pas envie de surcharger, on va dire, la vidéo, déjà que ça fait énormément d'informations, on va dire, à ingurgiter. Je vais partir sur une petite partie recommandations personnelles. Si je devais recommander une distribution Linux pour commencer, pour les débutants, ça serait vraiment Linux Mint, tout simplement parce que déjà elle va être stable, fluide, pas lourde. Vous pourrez la faire tourner sur beaucoup de PC. Il y aura aussi une prise en charge du français à 100%. J'ai jamais trop eu de problème avec des anglicismes sur Mint, contrairement par exemple à Pop OS. Elle est familière, donc si vous quittez Windows, vous aurez toujours vos repères sur Linux Mint, parfaite pour redonner vie à un ordinateur qui en arrive justement. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai donc en description dans la vidéo un petit lien vers mon Tipeee, sur un article en fait que j'ai partagé, qui vous redirige sur un petit formulaire à remplir, qui vous permettra de m'envoyer un mail pour que je vous envoie un partage vers un petit PDF que j'ai fait pour vous aider à installer votre Linux. Au niveau des autres OS, donc par exemple Pop OS, je vous le conseille si vous êtes déjà plus avancé. Ça serait même le dernier des 4 que je conseillerais à l'installation. Non pas qu'il soit difficile à installer, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, mais par contre il faut connaître un minimum d'anglais, parce que par défaut il y a beaucoup d'anglais, à moins que c'était parce que j'étais sur une VM, mais honnêtement j'y crois pas trop. Dites-le moi en commentaire ceux qui utilisent Pop OS, si ma VM peut être due à ça ou pas, mais je suis vraiment pas convaincu que ça soit lié à la VM. Pour moi c'est juste le fait que c'est comme ça sur Pop OS. Par contre, j'ai vraiment kiffé le fait de pouvoir choisir de ne pas avoir de dock, avoir un dock façon barre des tâches ou un dock classique comme ça, direct à l'installation, et de pouvoir faire pas mal de personnalisation de suite. Ça, c'est vraiment plutôt sympa. L'autre bon point qu'il a aussi, c'est la partie kernel récent, compatibilité matériel récent, etc., qui pourra du coup permettre son orientation plus sur du montage vidéo, du jeu vidéo, etc. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa.
On revient du coup à Bazzite et GLF. Pour moi, au niveau installation, je dirais que Bazzite sera peut-être un peu plus user-friendly parce que je crois pas qu'il reste bloqué à 46% et du coup ça fait moins stressé. Mais sinon, GLF pour moi sera peut-être mieux dans le sens où au niveau fluidité après à l'utilisation je pense qu'il est quand même plus fluide et ça sera plus simple d'usage étant donné que tout est installé sur Bazzite. Il y aura certaines choses si vous faites de l'OBS, si vous utilisez des logiciels de montage vidéo, etc., qu'il faudra aller chercher en plus, alors que GLFOS est déjà vraiment optimisé aux petits oignons en fonction de la version que vous allez choisir. Il est vraiment optimisé, réglé spécialement pour coller à vos besoins. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Du coup, je sais pas encore combien de temps elle va faire, mais je pense qu'on va allègrement dépasser les 1 heure. On va peut-être même friser les 2 heures. Ça sera du coup certainement la première très longue vidéo que je ferai, mais c'était nécessaire. J'espère aussi qu'elle vous aura plu parce que j'y ai vraiment mis tout mon cœur. J'en ai sué pour vous la sortir celle-là. J'ai même loupé le coche la semaine dernière, mercredi, parce que je me suis mis dedans avec les enregistrements de toutes les VM. Et ensuite, il faut filmer toutes les séquences comme celle-ci que je suis en train de vous tourner. Il faut tout monter, couper les choses qui ne vont pas dans les rushs. Ensuite, il faut faire les rendus, etc. Et ça prend énormément de temps. Et au final, vu la longueur de la vidéo, vous aurez compris que c'était très difficilement faisable en ayant le boulot à côté et une petite chipie de bientôt 3 ans à s'occuper. En tout cas, c'est chose faite. Je suis vraiment ravi d'avoir pu vous la sortir, même si c'était un petit peu en retard. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Lâchez-moi un max de commentaires pour qu'on puisse partager ensemble au sujet de tous ces OS dont j'ai parlé, de mon point de vue. Laissez-moi vos points de vue aussi, c'est super. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en devenant membre de la chaîne. Je vous laisserai regarder les différents paliers en cliquant sur rejoindre. Il y a aussi le site web, n'hésitez pas à aller faire un tour, je mettrai le lien en description de la vidéo, et le Tipeee qui vous permet de découvrir chaque semaine de nouveaux articles. Et accessoirement, si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne pour me permettre dans le futur de vous proposer du contenu encore plus qualitatif, vous avez la possibilité de le faire, mais c'est pas une obligation. Je partage tout gratuitement parce que c'est déjà un plaisir pour moi de le faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que tout ira bien pour vous et bonne soirée.